Bonjour Pauline. Les bateaux dont on parle sont-ils effectivement liés au Venezuela? Alors c'est en tout cas ce qu'affirme la porte-parole de la Maison-Blanche et on a entendu le secrétaire d'État américain Marco Rubio également dans le sujet. Il y a 2 navires à raisonner, on l'a bien vu, le M. Sofia dans les eaux des Caraïbes et puis le Marinera dans l'Atlantique Nord. Le premier transportait, selon les sites spécialisés, un peu moins de 2 millions de barils de pétrole dont on pourrait penser qu'il serait effectivement vénézuélien, mais il n'y a pas de preuve. La communication officielle de Washington, c'est de faire entrer cette opération dans une stratégie plus large de contrôle du pétrole vénézuélien. Donald Trump a dit hier encore que Caracas devrait rendre 50 millions de barils aux États-Unis et donc ça ferait peut-être partie de cette stratégie. Mais si on regarde plus précisément et en particulier l'autre navire, le Marinera, il n'y a pas de lien si évident que ça avec le Venezuela. Sur les sites spécialisés, on peut voir que, certes, il avait laissé des traces satellites dans les Caraïbes, sans qu'il soit très clair s'il avait accosté quelque part. Mais avant, on voit qu'il s'était rendu sur une île en Iran, l'île de Kar, qui est un grand terminal pétrolier en Iran. Et on voit que les liens de ce tanker avec l'Iran sont beaucoup plus évidents. En fait, il était sous sanction depuis 1 an et demi. En juin 2024, dans un communiqué, le Trésor américain citait le navire, l'accusant de jouer, je cite, un rôle dans le transport de marchandises sanctionnées. Précisant que le navire était lié à des proches du Hezbollah et également des IRGC-QF qui sont en réalité les forces Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la révolution iranien donc. Ce Marinera et ce M. Sofia, ces 2 bateaux donc, sont-ils des cas isolés? Alors non, on peut dire qu'ils font partie de ce qu'on appelle des flottes fantômes, des réseaux de pétroliers, de cargos qui opèrent dans l'ombre pour contourner les sanctions internationales. C'est une machine économique et géopolitique qui dépasse de loin le simple tanker en mer. Et selon le site spécialisé Tanker Tracker, il y aurait près de 1500 navires dans le monde impliqués dans des circuits opaques qu'on pourrait qualifier de flottes fantômes. Et parmi eux, il y en a 200 environ qui battent un petit peu moins, qui battent pavillon russe, près de 100 pavillons iraniens. Beaucoup sont également enregistrés au Panama ou encore au Cameroun. Une grande partie de ces navires transportent du pétrole iranien qui va en direction de la Chine. D'autres acheminent du brut russe vers l'Inde ou encore la Chine également. D'autres encore sont liés effectivement à des circuits vénézuéliens malgré des sanctions qui frappent le pétrole de Caracas. On voit donc que ce sont à chaque fois des pays qui sont sous sanctions américaines ou européennes qui utilisent ces navires pour continuer à exporter des hydrocarbures en dehors des circuits officiels et surtout à bas prix. On ne parle pas de petites barques, Christophe, on parle de bateaux qui peuvent transporter illégalement des centaines de milliers de barils de pétrole. Comment est-ce qu'ils peuvent échapper à la surveillance qu'on imagine quand même assez importante dans cette région du monde? Alors il y a toute une série de manœuvres très sophistiquées, très souvent plus que borderline. Ces pétroliers, ils changent par exemple régulièrement de nom, de pavillon pour brouiller les pistes. Exactement, c'est le cas du Marinera que je vous prends en exemple. Il s'appelait encore il y a quelques mois le Belawan, d'ailleurs on l'entendait dans le sujet, il était appelé comme ça, et battait pavillon Panama ou Guyana, selon les fois. Avant cela, il s'appelait le Néophyte ou bien le Yanis. À chaque fois, c'est une nouvelle identité, une nouvelle carte grise, si vous voulez, une carte grise maritime. En principe, tous ces navires de marchandises, ils doivent émettre en permanence un signal automatique d'identification de leur position, ce qu'on appelle l'AIS, mais certains d'entre eux l'éteignent, ils éteignent leur GPS, si vous voulez, pour chercher, là encore, à brouiller les pistes. En 2024, j'avais par exemple tenté de suivre un navire sous sanction avec une société spécialisée, c'était pour une chronique, et sur les écrans, on voyait qu'il faisait des cercles réguliers en pleine mer. En réalité, c'était comme s'il émettait un faux signal, le temps de pouvoir disparaître des radars pendant plusieurs jours, puis réapparaître soudain à l'autre bout de l'océan, sans laisser de traces très claires de son itinéraire. Le M. Sofia, l'autre navire saisi, avait lui disparu des radars depuis le mois de juillet. Puis il y a d'autres pratiques assez courantes, c'est le transfert de cargaison en pleine mer, de navire en navire, ce qui représente aussi là un risque écologique évident. Vous allez me dire qu'on ne peut pas garder à l'œil 1500 navires suspects avec des drones, avec des satellites?
Alors techniquement, vous avez raison, Pauline, ça semble possible, même si un navire de 300 mètres, c'est beaucoup, mais c'est quand même tout petit dans la largeur de l'océan. Mais ça pose des questions beaucoup plus importantes, qui sont juridiques, qui sont géopolitiques, qui sont compliquées. Des drones dans des zones internationales comme ça devient des opérations militaires ou quasi militaires, et au-dessus des zones proches de la Russie ou encore de la Chine ou même de l'Iran, eh bien c'est un casus belli potentiel. Un navire dans les zones internationales, il relève du pavillon ou de son pavillon, et c'est pour ça qu'on a vu aussi ces derniers mois un certain nombre de ces navires fantômes battre pavillon russe, parce que ils sont protégés ensuite par la Russie. C'est plus difficile d'attaquer directement la Russie. Merci beaucoup Christophe pour ces explications. Alors précisément,